Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter et analyser cette actualité, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par cette semaine un grand classique, Windows, avec, j'allais dire, une innovation Windows as a Service, oui. Qui est, on va dire, la gestion un peu moderne des mises à jour, qui semble finalement être un succès. On sait que la mise à jour et Windows, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Alors, c'est effectivement une initiative Microsoft qui s'appelle Windows as a Service, qui en fait n'est pas un vrai Windows as a Service, parce que... Oui, c'est pas Windows dans le SaaS, en tout cas. Voilà, c'est ça. On pourrait penser as a Service, ça veut dire que c'est comme une application SaaS typique. En fait, c'est pas du tout. Non. Pas du tout, puisque le Windows, il est bien sur votre poste de travail. Donc, c'est pas tout à fait ça. Donc, déjà, dans l'appellation, il y a quelque chose d'un petit peu trompeur. Néanmoins, c'est une initiative qui vise à pousser les utilisateurs à mettre en place la dernière version, ce qui paraît relativement logique d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue de sécurité. Et c'est une enquête qui a été faite, enfin une étude, une collation de données qui a été faite par AdDuplex, donc c'est un réseau de promotion d'applications de jeux sur Windows 10, et donc qui montre que en fait 50% des applications, enfin des OS Windows 10 sont en version 19.3. Alors 19.3, il faut rappeler rapidement, c'est mars 2019 qui a été en fait réellement disponible en mai, et donc maintenant on est habitué, il y a eu la 18.09, 19.03, 19.09, donc 50% de Windows 10 en version 19.03, c'est pas si mal, puisque ça veut dire que la moitié du parc est sur pas la dernière, mais la version d'avant. Donc l'antépénultième, donc c'est pas si mal que ça. Donc bon, ça fonctionne assez bien. On attend, alors on se demande finalement, quand on aura un véritable Windows as a Service, finalement c'est une sorte de Chrome OS, forme Windows si je puis dire, comment Microsoft l'appellera. Mais enfin ça, ce sera pour un peu plus la tard. suite plus qu'au prochain numéro. Voilà. Alors autre sujet, pour le coup un peu plus différent de ce qu'on traite d'habitude, c'est la Cour des comptes qui émet son rapport, j'allais dire annuel bien connu, cette fois-ci s'attaque au chantier du numérique. Et si je puis dire, il y a de quoi dire. Effectivement. Donc chaque année, on attend le fameux rapport de la Cour des comptes qui épingle un certain nombre d'initiatives de l'État. Et c'est vrai que bon, il y en a un certain nombre. Et cette année, effectivement, il y a un volume entier, un tome qui est consacré au numérique. Donc c'est quand même c'est une initiative à la fois, je dirais, normale et intéressante de la Cour des comptes, puisque le numérique a quand même envahi notre quotidien, à la fois professionnel et personnel. Donc il y a, je dirais, à la fois tout ce qui est l'utilisation du numérique pour le service aux usagers, donc un panorama assez complet. Il y a l'intrusion du numérique dans un certain nombre de fonctions de l'État. Donc il y a en particulier le numérique dans Pôle emploi, et puis le ministère de l'Agriculture par exemple. Donc, et puis il y a alors, un certain nombre de grandes, on va dire les grands projets qui ont abouti aux grandes catastrophes. Oui. Et là on en a sélectionné un, c'est le SIRH-EN, donc EN pour Éducation nationale. Donc on ne va pas refaire l'historique parce que ce serait relativement long, plus que l'émission, mais je dirais qu'en gros c'est 400 millions d'euros qui sont jetés à la poubelle. C'est un programme qui avait démarré en 2007, qui devait durer 5 ans et devait coûter 60 millions d'euros et qui à terme devait en gros gérer la paye de plus d'1 million de fonctionnaires d'éducation nationale. Et on arrive donc 13 ans après. Donc il y a eu des versions successives qui sont arrivées. À chaque fois, ça va durer plus longtemps, ça va coûter plus cher. Et on arrive, donc c'est en 2018 que l'État a décidé de tout arrêter. Est-ce qu'il y a des morceaux qui vont être repris ou pas? Ça, c'est... on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a évidemment des critiques de la Cour des comptes. On arrive, c'est un échec, donc on peut faire un descriptif de tout ce qui n'a pas marché, et donc il y a un certain nombre de choses. Et je dirais que de manière assez pudique, la Cour des comptes dit le prestataire. Le prestataire ne cite pas qui est le prestataire. On peut quand même se poser la question de savoir finalement quelles seront les pénalités, parce que l'État est en cause, c'est lui qui... mais en tant que maître d'ouvrage, donc c'est lui qui met en œuvre, qui décide de la gouvernance, etc. Mais il sélectionne des prestataires, et les prestataires n'ont pas rempli leur
pas fait leur travail. Donc c'est quand même un peu étonnant. Sachant que ça vient après, évidemment, le fameux Louvois. Donc décidément, alors, avec la problématique des RH, l'État a un peu de mal. Il y a eu Louvois qui a été arrêté, il y a eu l'ONP qui était dans la même veine. Donc ça, c'est quand même... l'informatique permet de faire beaucoup de choses, mais permet aussi de... quelques catastrophes. Enfin, en tout cas, de gâcher de l'argent public dans des quantités quand même assez surprenantes. Bon, sachant que ça arrive quand même aussi dans le secteur privé. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais quelques ça, CRM bien entendu, qui ne sont jamais aboutis. Tout à fait. Alors cette fois-ci, on vient sur un sujet bien attendu, c'est la fameuse 5G. Hein, puisque les candidatures ont été enfin déposées. Oui. J'allais dire, bon, pas de surprise. Sans surprise, les 4 grands opérateurs sont là. Hein, donc il y a Free, SFR, Bouygues et Orange. Et alors, en fait, il y a 310 MHz entre la tranche 3,4 et 3,8 GHz qui ont été allotés, si je puis dire, pour ça. Donc il y a 4 blocs de 50 MHz qui seront pour chacun. Donc ça, c'est un prix... ça, c'est le minimum, on va dire, voilà. syndical. Et puis, donc, ça veut dire qu'il reste 11 blocs de 10 MHz qui vont être mis aux enchères. Donc là, ça va être une belle foire d'empoigne. Je crois qu'il y a un prix plancher de 70 millions d'euros. On va voir comment ça va se passer, mais si on fait le calcul, ça risque de rapporter un peu d'argent à l'État. Ça va se faire en 2 phases. Il y a d'abord la première phase 5G qui n'est pas indépendante de la 4G. Donc en gros, on rajoute des antennes et on utilise les antennes de 4G pour faire fonctionner le tout. Et puis il y a une deuxième phase en 2023 où on aura de la véritable 5G indépendante. Là, ce sera des antennes pure 5G et qui permettront de proposer tout ce que la 5G, toutes les promesses de la 5G, si je puis dire. Donc on aura l'occasion d'en parler encore pas mal de temps. Alors on passe sur l'aspect, j'allais dire, financier de notre chronique désormais habituelle. La semaine dernière, on parlait des classements des leaders du cloud. Et si on avait parié en bourse sur les leaders du cloud, on était extrêmement gagnant, parce qu'ils performaient beaucoup mieux que la moyenne des valeurs tech. Et cette semaine, c'était un classement sur les valeurs, ce qu'on appelle hyperscale. Ça mérite peut-être une petite explication. Alors, c'est le cabinet Synergy Research Group qui fait un classement des investissements des grands opérateurs du numérique, on va dire. Donc dedans, il y a les hyperscale, comme vous disiez, donc c'est les GAFA, GAFAM, parce qu'il y a Microsoft dedans, et puis il y a les opérateurs télécoms. Et donc si on prend les 10 premiers, et c'est là où on se rend compte que les investissements français, je pense qu'il faut comparer pour donner un ordre de grandeur. Les 10 premiers dépensent en investissement IT représente 190 milliards de dollars. Oui. Donc ça fait en moyenne 19 milliards de dollars sur 2019. Le premier, c'est Amazon, plus de 25 milliards de dollars. Donc une grande partie, il y a une partie Amazon, il y a une partie AWS. Et puis alors, donc, il y a 4 hyperscales, donc c'est les GAFAM sans Apple, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Et puis il y a 6 opérateurs télécoms, donc il y a les 2 américains, Verizon, AT&T, il y a 2 japonais, NTT, SoftBank, il y a China Mobile, et puis il y a Deutsche Telekom. Donc ça, ces 6-là, alors la différence entre les deux, entre ceux qui sont dans les GAFAM et puis les opérateurs télécoms, c'est que les hyperscalers dépensent, la croissance est beaucoup plus rapide, alors que les opérateurs télécoms, ça a plutôt tendance à être plat, ce qui représente finalement un peu la croissance des deux marchés respectifs. Ça montre bien aussi la position de chacun des acteurs sur le cloud. Exactement. Très bien, écoutez, et oui, pardon, j'oubliais un point important, c'est Salesforce qui a annoncé l'acquisition de Velocity, qui a aussi d'ailleurs annoncé en même temps ses résultats financiers. Les deux montrent bien la dynamique autour de Salesforce. Salesforce donc, a racheté, comme vous le disiez, Velocity, qui est en fait une entreprise qui a développé des logiciels au-dessus du CRM de Salesforce sur le cloud. Donc en fait, c'est des CRM verticaux, si je puis dire. Donc il y en a, je ne sais pas, une quinzaine peut-être, à la fois sur les applications mobiles et sur les
postes de travail. Donc c'est une belle opération pour cette société, parce que son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, c'était 100 millions de dollars, donc c'est pas considérable. Valorisé à 1,3 milliard, c'est quand même pas mal. Donc une acquisition substantielle de Salesforce, qui en même temps, comme vous le disiez, publiait ses résultats, des résultats qui sont quand même assez impressionnants, puisqu'on est à plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 30% de croissance. Alors un bénéfice finalement qui est un peu en deçà de ce que pratiquent ses concurrents immédiats, style Oracle, SAP, Microsoft. On est à un peu plus d'1 milliard de dollars de bénéfices, mais enfin c'est quand même substantiel. Le taux de croissance, c'est pas le même quand même. Hein. Le taux de croissance est beaucoup plus important. Voilà, hein. absolument. Donc effectivement, il finance encore sa croissance qui n'est pas la croissance des autres. Donc Salesforce est vraiment maintenant, je dirais, la grande société de San Francisco, puisque c'est elle qui a la plus haute tour. Oui, la fameuse Salesforce Tower. C'est très important. Qui a ouvert il y a quelques années dernières. Ça, c'était pour l'actualité en bref de la semaine. Le dossier de la semaine dit c'est une étude sur la RGPD, j'allais dire. Maintenant qu'elle est normalement bien entrée dans les mœurs, finalement le constat est un peu entrée dans les mœurs, mais pas encore mise en place, puisque c'est une enquête de la société Netwix qui a été publiée cette semaine. Alors là, il y a pas mal de chiffres, on va en donner 3-4, pas trop parce que ça ferait beaucoup. Le plus important, c'est qu'en fait, il y a 3 sociétés. Alors, c'est une enquête européenne, mais finalement, la France n'est pas très bien placée. Donc ça, c'est la première idée à retenir. 3 entreprises françaises sur 4 contreviennent à la loi de la RGPD, donc ça veut dire que finalement, si on fait si on envoie des auditeurs, oui, on va pouvoir récolter pas mal d'argent, mais enfin, je suppose qu'il y a une espèce de tolérance, parce que c'est quand même lourd à mettre en place, donc ça c'est la première idée. Et puis, donc 9 entreprises sur 10 n'ont pas de programme de conservation des données, 9 entreprises sur 10 ont du mal à supprimer les données qu'on appelle en anglais ROT, donc ça veut dire les données qui sont redondantes, les données qui sont inutiles ou les données qui sont obsolètes. Donc c'est quand même important. Et puis près d'une entreprise sur 2 dans lesquelles les utilisateurs partagent des données via des applications sur le cloud qui ne sont pas contrôlées par la DSI. Donc là on parle du shadow IT en fait, un petit peu. Donc ça c'est quand même très impressionnant. Donc je dirais que le tout, il y a la RGPD, c'est bien, maintenant ça serait bien que ce soit mis en œuvre correctement par les entreprises, et donc on attendra l'édition 2021 de cette enquête, ou peut-être des enquêtes d'autres fournisseurs, pour voir s'il y a un réel progrès. Bon, et c'est sûr que la mise en place de la RGPD, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, il faut bien reconnaître. Bon, écoutez, là pour le coup, suite au prochain épisode. En attendant, il dit pour l'actualité des semaines à venir, les événements des semaines à venir, vous avez retenu un événement qui s'appelle le salon Solutions RH. Donc Solutions RH qui arrive à la mi-mars à la porte de Versailles. Et c'est intéressant parce que on vient de parler du SIRH de l'éducation nationale, donc peut-être que des représentants de l'éducation nationale iront à ce salon, ça pourrait leur servir. Plus sérieusement, donc c'est un salon qui fête ses 25 années, donc ça fait 25 ans qu'on parle déjà de système d'information appliqué au RH. Le premier salon, il y avait 60 exposants, là il y en aura 300, donc ça montre que c'est quelque chose qui est devenu quand même très important. Et ce qui était intéressant de mentionner par les organisateurs, c'est que en 25 ans, il y a eu 16 ministres du travail. Donc ça montre. Et alors, ils ne précisent pas combien de réformes. Mais donc ça montre quand même que finalement, pour absorber tous ces changements qui sont incessants, finalement, un SIRH est peut-être intéressant, mais il faut que le SIRH il soit flexible, suffisamment modulable pour absorber toutes ces évolutions. Très bien. Et puis pour finir, le coup de gueule cette fois-ci, et c'est Decathlon qui est, j'allais dire, la victime, mais surtout c'est les clients de Decathlon, parce que quelques millions, dizaines de millions. Alors 123 millions. Oui, centaines. Alors on ne sait pas combien en fait. Donc c'est VPN Mentor qui a alerté Decathlon. Decathlon en Espagne sur un serveur Elasticsearch, donc c'est une base de données NoSQL, et donc qui a alerté Decathlon que en gros il y avait une base de données qui avait été, il y avait une
faille, Libre on accès, pouvait y quasiment. accéder dedans. Donc il y a nom, prénom, adresse email, enfin, je dirais tout ce qui permet de faire des campagnes de phishing efficaces. Donc ils les ont alertés le 16 février, la base a été fermée le 17. Donc on ne peut pas dire. 123 millions ont été accessibles, on ne sait pas combien ont été récupérés, mais en tout cas, bon, c'est quand même, c'est pas un bon point pour Decathlon. Alors bon, cette semaine c'est Decathlon, la semaine prochaine, je ne sais pas. On ne sait pas. Encore une pierre de plus dans la gouvernance des données. Ça arrive tout le temps, et malheureusement, j'ai l'impression que je ne sais pas si on pourra faire quelque chose contre ça. Il y aura toujours une porte entrouverte quelque part dans laquelle quelqu'un pourra se glisser. C'est malheureusement comme ça qu'il faut voir les choses. Mais peut-être qu'on arrivera à mettre en place des mécanismes qui permettront de limiter au maximum ce genre de problème. En tout cas, je propose qu'on conclue sur cette vision en demi-teinte, Guy, de la problématique de sécurité. Et je propose à nos lecteurs de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous. Merci.